crois que la guerre mondiale, c'est aussi, de ce point de vue, un élément de mondialisation. Parce qu'elle va mettre en relation des mondes qui, finalement, n'étaient pas en contact auparavant. S'il y a un legs, un héritage de long terme de la Première Guerre mondiale, c'est bien celui-là, la façon dont la guerre va transformer ce qu'on peut appeler la monnaie, l'argent qui circule, le système financier, on dit. Les millions de morts de la Grande Guerre nous rappellent toujours l'hécatombe des tranchées. Les villages rasés à jamais, la violence des combats. Mais l'économie européenne aussi connaît un effondrement et des mutations irréversibles. Pourtant, à la veille du conflit, rien ne semble arrêter la formidable expansion des échanges financiers et commerciaux. Un volume des échanges tel qu'il mettra près de 70 ans à se rétablir après-guerre. On peut dire que vers 1900, déjà, les grandes bourses du monde battent au même rythme. Et que finalement, ce qui se passe à Londres, la principale d'entre elles, le véritable cœur financier de la planète à cette époque, la City, est en répercussion immédiate avec Paris, avec New York déjà, et même avec Berlin, dans une moindre mesure. Donc il y a vraiment une interconnexion qui fait que l'argent circule. Alors, sous plusieurs formes, c'est vrai, l'or, les métaux, malgré tout, mais surtout et de plus en plus de la monnaie produite par les banques. Les capitalistes en 1914, ils voient tout ce qu'ils ont à perdre. Et les financiers de la City, ils sont terrorisés quand la guerre éclate, parce qu'ils se disent, il est quand même rageant de voir détruit en une nuit l'édifice de crédit progressivement construit pendant des années. La guerre, elle va bouleverser cet ordre international parce que du jour au lendemain, elle va d'abord tracer dans l'espace économique des frontières qui sont des fronts militaires. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas plus infranchissable qu'un front pour un courant économique. Si certains s'enrichissent, des marchands de canons, on les désigne très vite à la vindicte, globalement, je pense que le jugement de l'historien économiste, c'est de dire la Première Guerre mondiale, comme tout conflit majeur, est une catastrophe économique. Avec l'extension des combats et le recours à des moyens de plus en plus sophistiqués dans l'artillerie, l'aviation ou la marine, le prix des matières premières s'envole. Les investissements que nécessitent les industries d'armement sont énormes. Enfin, les hommes étant mobilisés, chaque État doit bientôt prendre en charge la quasi-totalité de son économie nationale. Chaque jour, le coût de la guerre augmente et les réserves financières des belligérants n'y suffisent plus. En 1914, la Grande-Bretagne est le banquier de l'entente. Elle dispose de vastes réserves financières qui lui permettent de financer l'effort de guerre français et russe, ainsi que celui des Alliés par la suite. Par exemple, celui des Italiens à partir de 1915. Mais la guerre coûte beaucoup plus cher qu'on ne l'avait prévu. Et elle a un impact plus fort sur l'industrie et sur le commerce britannique que ce qui avait été imaginé. On dit que la bougie qui brille intensément se consume 2 fois plus vite. Eh bien, c'est ce qui se passe pendant cette guerre. Elle est tellement vorace en ressources, en sang et en argent, qu'elle crée une nouvelle dynamique. Et les réserves de la Grande-Bretagne s'épuisent bien plus vite qu'on ne l'avait prévu.
C'est pas nouveau sous le soleil que les guerres dépendent essentiellement du nerf de la guerre, comme on dit familièrement, c'est-à-dire de l'argent. Mais la Première Guerre mondiale est d'une telle ampleur, elle met en question de telles masses de combattants. Pensez que ces millions de combattants, il faut les nourrir, il faut les vêtir, les armer, et pendant si longtemps, pendant 4 ans, que la charge financière est effectivement sans précédent. Les chiffres sont éloquents. Le bilan des dépenses engagées par l'État italien de 1861 à 1914 est de 75 milliards de lire. Entre 1914 et 1918, il est de 150 milliards de lire, c'est-à-dire le double de ce qu'il a dépensé au cours des 50 dernières années. Cette explosion des dépenses publiques s'accompagne d'un interventionnisme de l'État dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Au même titre que l'obus, que la balle ou que la propagande, l'or, l'épargne sont devenus des armes de guerre qu'il convient de contrôler. La guerre de 14-18, s'il y a un adjectif qui la qualifie, c'est Clémenceau qui la qualifie de guerre intégrale. Dans ce discours fameux, novembre 1917, sur le front militaire, je fais la guerre, à l'arrière, je fais la guerre. Et donc, je crois que cet autre front, le front de l'arrière, le front des usines, qui rentre tout d'un coup dans la guerre, c'est ça, la modification économique majeure. C'est que tout d'un coup, finalement, ce qu'on appelle l'union sacrée, au niveau politique en France, ou la Bürgerfriede en allemand, c'est vrai, c'est une réalité politique, mais c'est aussi une réalité économique. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans le monde de la production, des échanges et de la consommation, vont se substituer à la recherche individuelle du profit une notion plus forte, plus dominante, la victoire. Donc là, il y a vraiment une modification incroyable de l'appareil, de la machine économique. Finalement, c'est la première fois qu'on va, de cette manière, nationaliser de fait, non pas juridiquement, mais de fait, les économies des différents pays du monde. Pour beaucoup d'historiens, l'année 1914 marque l'entrée dans l'époque contemporaine. En effet, tout change, et en particulier les rapports entre l'État et la société. L'État devient un État total, tel qu'on le définira à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en peu de temps, il va devenir un État totalitaire dans les régimes où le système libéral démocratique s'effondrera. État total, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que l'État décide d'agir dans des domaines qui jusqu'à présent n'étaient pas de son ressort. Là où l'État, au sens libéral, était considéré comme un État négatif, intervenant le moins possible dans les affaires sociales, sinon pour faire respecter la loi, par exemple en garantissant l'ordre public, il se sent dorénavant obligé d'intervenir dans tous les aspects de la société. Les batailles terrestres s'obstinent à tuer le plus grand nombre de soldats. Mais sur les bourses mondiales, sur les marchés financiers ou dans le secret des grands établissements bancaires, se mènent aussi des combats sans merci. Leur objectif est de ruiner l'adversaire, de tarir ses sources de financement, de vider ses coffres. Chacun s'attache à couper les lignes d'approvisionnement de l'ennemi, comme sur les océans. Si près de 280 sous-marins allemands parviennent à couler 7000 navires marchands alliés, représentant une part importante de leurs importations, rapidement, les empires allemands et austro-hongrois ne parviennent plus à desserrer le blocus économique et financier qui les étrangle. Si fondamentalement l'Allemagne perd la guerre, c'est bien sûr pour des raisons militaires, mais c'est aussi pour cette raison économique forte. C'est que fondamentalement, son espace économique, d'abord il n'y a plus d'accès à la mer, véritablement, puisque même la flotte austro-hongroise ne peut plus sortir. C'est l'importance d'ailleurs des détroits, de contrôle par les Alliés des détroits maritimes. Et fondamentalement, c'est là que se joue le sort de la guerre, dans la capacité des Alliés à maîtriser l'espace économique. Et ils sont plus forts parce qu'ils ont la mer pour eux, de toutes parts. Et la géographie, finalement, est un allié, la géoéconomique est un allié extraordinaire. Le plus grand allié des Alliés, c'est la maîtrise de l'espace.
La recherche de nouveaux espaces, la conquête de marchés sur tous les continents, l'exploitation méthodique des fleuves, des canaux et de toute voie de communication, qui avait justement fait la fortune de l'Allemagne avant-guerre, se retourne contre elle maintenant. Encerclée et asphyxiée, elle doit à tout prix trouver des ressources ignorées et inventer des produits de substitution pour survivre. Pour couronner le tout, la guerre devient de plus en plus totale. En effet, plus elle dure, plus l'Empire allemand doit mobiliser les ressources de son territoire, puisque le blocus l'empêche d'importer les denrées alimentaires et les matières premières essentielles. Ainsi, on faisait des collectes, et c'était souvent les enfants qui en étaient chargés. On récupérait les cheveux des femmes pour en faire des cordes que l'on utilisait sur le front. On ramassait les noyaux de fruits pour fabriquer de l'huile. On récupère aussi tout ce qui peut se manger. Et à ce propos, il existe d'ailleurs un très célèbre livre de cuisine de guerre avec toutes sortes de recettes qui expliquent par exemple comment préparer une soupe aux orties savoureuses ou comment faire du pain avec de la sciure. Les restrictions de tous ordres ne sévissent pas seulement en Allemagne ou en Autriche-Hongrie. Dans le camp allié aussi, les populations découvrent des substituts pour l'habillement, la nourriture, les matières premières. Des campagnes incessantes de chasse au gaspillage ou de récupération de métaux et déchets mobilisent femmes, vieillards et enfants. Là encore, la prise en charge des plus démunis, la planification des ressources, la répartition des productions, la fixation des prix nécessitent l'intervention des États qui créent de nombreux services spécialement dédiés à ces tâches. En 1914 et en 1915, l'enrôlement d'un grand nombre de travailleurs qualifiés dans les troupes de Kitchener affaiblit les réserves de main-d'œuvre. Cela aura un fort impact sur l'économie britannique et les capacités de production de son industrie. Cela influera aussi sur la consommation à l'intérieur du pays. Désormais, les hommes sont sur le front et les familles ont donc moins d'argent disponible pour leur consommation. L'économie commence alors à se ralentir. La Première Guerre mondiale va avoir un impact important au Canada, tant sur les plans économiques qu'intérieurs aussi, au niveau de la société. Sur le plan économique, évidemment, on a besoin des matières premières que l'on obtient difficilement de l'Europe, surtout en Angleterre. Alors, il va y avoir production massive de blé qui sera transformé en farine, tout ce qui est poisson, les viandes, tout ce qui est maintenant difficile pour la population britannique d'obtenir de l'Europe, étant donné les blocus navals. Pour nourrir les populations, il faut aller chercher à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde des céréales, de la viande et faire un produit agricole. Pour faire tourner l'industrie, il faut aller chercher du fer ou dans les royaumes nordiques, en Suède, ou des métaux précieux ou rares au Chili, ou du manganèse en Russie, etc., etc., etc. Ce qui fait que les besoins explosant de façon plus qu'exponentielle, progressivement, tous les pays ont fini par contribuer en tant que belligérants ou en tant que neutres en vendant leur propre production, tous les pays ont fini par contribuer aux efforts de guerre des deux alliances en lutte. C'est, et même peut-être plus que la Seconde Guerre mondiale, la seule guerre où l'ensemble du globe participe aux efforts de guerre au pluriel.
Dans cette course permanente aux ressources en hommes et en matières premières, il ne faut pas oublier les colonies. Alors que le recours aux contingents indigènes va s'intensifier pendant la guerre, mais n'atteindra jamais les proportions imaginées par les propagandistes coloniaux, l'appel aux richesses des Outre-mer ne cesse de s'amplifier en Afrique, au Maghreb, à Madagascar, en Asie ou encore aux Antilles. Avant la Grande Guerre, les colonies représentent un atout économique pour les colonialistes, c'est-à-dire les propagandistes du fait colonial, qui utilisent cet argument de la mise en valeur avant la guerre pour justifier des crédits, pour justifier des opérations locales. Mais ça ne prend pas en réalité en métropole, ça n'est pas entendu et ça n'a aucun écho. En revanche, avec la guerre, alors pas tout de suite au début de la guerre, mais dans le courant de la guerre, là, les colonies vont apparaître comme un réservoir. Alors moins finalement comme un réservoir d'hommes, parce que l'idée du réservoir d'hommes, il y a une part de fantasme dans cette notion de réservoir d'hommes, mais comme un réservoir de nourriture. Mais ce réservoir de nourriture, en fait, on le connaît mal. Donc, en réalité, pendant la guerre, il y a toute une série de commissions d'enquête qui sont envoyées dans les colonies pour essayer d'évaluer, colonie par colonie, ce qu'elles peuvent rapporter et de quelle manière elles peuvent rapporter à moindre frais. La France a décidé que toutes les matières premières coloniales importées étaient des matières stratégiques. Le latex fourni en Afrique équatoriale, le manioc ou toutes les productions vivrières sont devenues matières stratégiques et par conséquent, il faut beaucoup produire. L'Afrique subsahélienne, du fait de la faiblesse de ses infrastructures, ne fournit pas le volume des importations attendues. En revanche, l'Afrique du Nord constitue une réelle source de phosphate, de minerais ou de vin. Les principaux fournisseurs des alliés en guerre demeurent, en particulier pour le blé, la viande, le bois ou la laine, le Canada, l'Argentine et les États-Unis, auxquels s'adjoignent l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quant aux colonies d'Asie, Madagascar, Inde ou Indochine, elles exportent charbon, coton, thé et riz. Le problème, à chaque fois, c'est le transport des matériaux, de cette nourriture. Souvent, on n'a pas les bateaux, premier élément. Et puis, quand on a les bateaux, on s'aperçoit qu'en réalité, ça coûte plus cher de les faire transporter que de les faire fabriquer en France. Et puis surtout, le système colonial africain en particulier n'est pas au point techniquement, n'est pas au point économiquement pour une production de guerre. Donc toutes les tentatives qui sont faites sont des tentatives qui sont vouées à l'échec et qui ne prennent pas surtout le temps de s'organiser au-delà du temps de guerre. La grande difficulté, et c'est cela qui a eu un effet énorme après la guerre, la grande difficulté, c'était la distance. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont tellement loin qu'il fallait beaucoup de charbon pour les navires qui transportaient le blé, la laine, l'or, le charbon. Donc la distance a prouvé vraiment un obstacle au développement économique de ces deux pays qui s'est présenté encore plus fortement après-guerre. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on ne pouvait pas continuer à se fier seulement sur Londres, la Grande-Bretagne et l'Europe, n'est-ce pas? La motorisation des armées et la modernisation des marines révèlent l'importance stratégique d'une nouvelle matière première dont on découvre toute la valeur au cours de la guerre, au point même de la qualifier de sang de la victoire, le pétrole. Le contrôle de ces zones de production, pendant et après le conflit, est un des objectifs primordiaux des Alliés, Britanniques en tête, qui entendent bien s'assurer les champs pétrolifères du Moyen-Orient. La Première Guerre mondiale, c'est l'invention du char, on le sait bien, c'est l'importance pour le sort des armées de la capacité à motoriser les forces armées. Et du coup,
le pétrole devient un enjeu aussi précieux que le vin pour les poilus. Le pétrole est un instrument à faire la guerre, avant tout. Et il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que le pétrole devienne un produit énergétique massif utilisé pour produire de l'électricité et autre chose. Alors avant 1914, la première étape essentielle, c'est le passage de la chauffe au charbon à la chauffe au mazout dans les marines de guerre des puissances européennes. Les navires de la marine de guerre et de la flotte marchande fonctionnaient de plus en plus au pétrole. Le pétrole était donc devenu une ressource clé dont l'Empire britannique était dépendant pour le contrôle des mers. Avec la motorisation des flottes et des armées, avec l'émergence des aviations, les besoins en pétrole passeront de 100 000 barils jour en 1914 à 300 000 en 1918. Dès le début du XXe siècle, les États-Unis étaient les premiers fournisseurs de pétrole au monde, tandis que les gisements russes de Bakou sur la mer Caspienne attiraient toutes les convoitises. Pour échapper à ces monopoles, la Grande-Bretagne avait entrepris des forages en Iran et nourri des ambitions sur les gisements d'Irak, alors sous domination ottomane. L'évolution des opérations va faire des champs pétrolifères du Moyen-Orient une source de rivalité qui ira largement au-delà des alliances nouées le temps de la guerre. Les gisements de pétrole au sud de la Mésopotamie jusqu'à l'est de la Perse constituaient une réserve vitale pour l'Empire britannique. Il y avait aussi des gisements dans le nord, autour de Mossoul. Les Britanniques n'ont pas eu accès à ces régions pendant une grande partie de la guerre. Ils n'en ont pris le contrôle qu'à la fin du conflit. Ils pensaient pouvoir revoir à leur avantage le partage de ces zones qu'ils avaient négocié avec la France. Ainsi, ils seraient en position d'assurer, après la guerre, leur approvisionnement en pétrole. To secure their petroleum needs after the war as well. Ce pétrole, cette nourriture pour les combattants, ces armes aussi, qu'il va falloir importer, même si on en fabrique aussi sur le sol national, il faut les payer. Et alors comment on finance cette guerre ? Eh bien, il y a deux façons de financer la guerre. On peut prendre l'argent quand il existe, c'est l'impôt. L'argent à ceux qui en ont. Et c'est vrai que certaines sociétés, les plus cohésives en fait, les plus démocratiques, les plus avancées de ce point de vue, la Grande-Bretagne, qui est quand même la reine des démocraties, la Grande-Bretagne dans la guerre finance essentiellement cet effort de guerre par l'impôt. La France va financer non pas par l'impôt, parce qu'elle répugne à taxer ses riches finalement, la France révolutionnaire, mais par l'emprunt. C'est-à-dire qu'on va en fait utiliser de l'argent qu'on n'a pas encore. Alors c'est une décision grave, d'importance, parce que du coup l'emprunt, il faudra rembourser. Et c'est une manière, en quelque sorte, de faire financer la guerre par les générations qui viennent. Donc le choix de l'emprunt ou de l'impôt, il n'est pas technique. C'est un choix de société, en fonction de la société présente, en fonction de sa cohésion, de sa capacité à financer la guerre, à accepter la discipline de guerre, mais c'est aussi un choix de société pour les générations qui viennent. Et de ce point de vue, c'est vrai que la France et l'Allemagne ont recours massivement à l'emprunt. Le but principal, c'est d'obtenir la victoire et de donner son or ou ses forces de travail, comme d'autres, au front, donnent leur sang. C'est la fameuse invention des bons de la défense nationale, il y a l'équivalent en Allemagne aussi, qui ont deux caractéristiques, ces morceaux de papier que les gens vont véritablement acquérir. À l'époque encore, il n'y a pas de dématérialisation, on va imprimer ces bons de la défense nationale, qui sont aux porteurs, qui sont surtout des bons de la défense nationale de très petite coupure. Parce que le but, c'est d'aller chercher
l'argent chez le plus petit, le paysan, même l'ouvrier. Et donc il y a vraiment des bons de la Défense nationale de 5 francs, par exemple, qui sont destinés à emprunter, à mobiliser l'argent que l'État n'a pas pour lui permettre ce financement de la guerre. Cette création d'argent, elle met en circulation des billets de banque, elle met en circulation de l'argent, et donc forcément, quand il y a plus d'argent qui circule que de biens disponibles, et dans la guerre, il n'y a pas beaucoup de biens disponibles, ça crée de l'inflation. Et ça, c'est un élément important. Parmi les inventions de la Première Guerre mondiale, il y a l'invention de l'inflation. Et qui sont les plus touchés ? Surtout les classes moyennes, car ce sont elles qui, animées par les sentiments patriotiques les plus fervents, ont investi une grande partie de leurs économies dans les emprunts d'État. Et au moment où elles en demandent le remboursement, les intérêts que l'État leur verse sont devenus insignifiants puisque le pouvoir d'achat de la monnaie a fortement chuté à cause de l'inflation. Ce recours massif à l'emprunt auprès des Français, encouragé par de nombreux films de propagande diffusés jusqu'au plus profond des campagnes, et surtout sur le marché international, est en fait extrêmement dangereux pour l'avenir. En effet, l'endettement de la France sera tel qu'il lui enlèvera une grande partie de sa liberté d'action diplomatique dans l'immédiate après-guerre. Pour des puissances qui étaient les banquières du monde, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Tout d'un coup, il faut changer totalement d'attitude et devenir non plus bancaire, mais emprunteuse. Et donc ces nations bancaires du monde se transforment en emprunteuses auprès de la nation qui a à la fois le plus fort capital productif, mais aussi le plus de capacité financière, les États-Unis d'Amérique. La Grande-Bretagne était de plus en plus dépendante des prêts étrangers et plus particulièrement des prêts américains. Les États-Unis étaient une puissance économique en plein essor et avaient de l'argent à prêter. La Grande-Bretagne achetait aussi de plus en plus de biens aux États-Unis. Tout d'abord, des matières premières, de l'acier, du fer, mais aussi des denrées alimentaires. Et puis des produits finis, des munitions, des armes, etc., que les États-Unis fabriquaient de plus en plus pour les États belligérants. Certes, une grande partie de l'argent emprunté par les Français et les Russes transitait encore par Londres, mais une partie de plus en plus importante venait maintenant des États-Unis. La guerre mondiale, elle détruit incontestablement des réseaux d'échange, parfois très anciens, notamment à l'échelle de l'Europe, mais elle en fait naître d'autres. Je pense notamment à ce courant d'échange qui s'inverse entre l'Amérique et l'Europe. L'Amérique, qui était quand même le premier emprunteur encore en 1913 du reste du monde, c'est le grand débiteur, devient tout d'un coup en 1916 le principal créancier. Et pour longtemps, puisqu'il faudra attendre les années 1980 pour que de nouveau le courant s'inverse. Vous voyez, donc il y a des courants ici, on va dire, de géofinance, de géoéconomie qui se mettent en place à la faveur de la guerre, on ose dire, en tout cas dans le contexte de la guerre, qui vont bouleverser la carte géoéconomique, en fait, et qui vont rebattre les cartes de ce qu'on peut appeler la mondialisation. La puissance des États-Unis n'est pas ses soldats, n'est pas l'industrie, c'est l'argent. Le capital de finances du monde a changé de Londres à New York pendant la guerre. Et pour les États-Unis, peut-être c'est la chose, et c'est la transformation la plus importante pour les États-Unis. C'est les États-Unis qui est devenu le centre de finances pour le monde. Au-delà des innovations que développe l'industrie et les productions de guerre, groupes industriels et financiers, fournisseurs des approvisionnements, font des fortunes spectaculaires, tandis qu'aux États-Unis, par exemple, le salaire de certaines catégories d'ouvriers augmente. De nouveaux poids lourds de l'économie apparaissent sur la scène mondiale, à l'image du continent nord-américain, de l'Amérique du Sud et même du Japon. Les Japonais vendaient une grande quantité d'armes et de munitions, notamment aux Russes.
Par exemple, les grenades utilisées par l'armée russe étaient fabriquées au Japon, tout comme les bottes des soldats russes, ainsi que d'autres pièces d'équipement. Et cela, bien sûr, a produit un incroyable boom pour le Japon. Son économie a connu une croissance rapide grâce à la guerre. Et ça, c'est un des autres résultats de la guerre. Dans la guerre et la reformulation du contexte, de la machinerie économique, il y a des innovations aussi. La meilleure innovation, c'est de montrer quand même comment, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, s'opère enfin, notamment en Europe, le tournant taylorien, c'est-à-dire le travail à la chaîne. Nos sociétés, elles sont réticentes. Les ouvriers n'en veulent pas avant 14 parce qu'ils savent très bien que c'est une façon de les discipliner et de mettre fin à ce qu'on appelle chez Taylor la flânerie ouvrière. Les patrons n'en veulent pas non plus parce que ça coûte cher. Alors ces deux réticences des ouvriers et des patrons, dans la guerre, tout d'un coup, elle est levée, la réticence. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les ouvriers n'ont plus leur mot à dire. Dans la guerre, le droit du travail est suspendu. La main-d'œuvre qui revient du front, les affectés spéciaux, comme on les appelle, les ouvriers qu'on va chercher au front, 1,5 million d'ouvriers en France quand même, presque 1 million autant en Allemagne, ils font la guerre. Et donc, il n'est pas question de refuser la transformation du système productif, le travail à la chaîne. Et puis, les patrons, l'argument financier, il tombe aussi, parce que dans la guerre, produire 100 000 obus par jour, ça devient possible parce qu'il y a un acheteur unique, l'État, qui paye d'avance et qui est même prêt à payer l'investissement. Vous voyez comment, sur cet exemple du travail à la chaîne, on voit que la guerre, c'est aussi un élément de modernisation des systèmes productifs et des systèmes d'échange. La Première Guerre mondiale est effectivement un formidable facteur d'accélération de la modernisation économique. Alors, d'abord parce qu'un certain nombre d'entreprises célèbres vont se développer à la faveur de cette Première Guerre mondiale en transformant leurs activités et en les militarisant, si je puis dire, du point de vue des productions. C'est le cas de Renault. Mais c'est aussi le moment où un certain nombre d'arsenaux qui relèvent de la puissance publique commencent eux aussi à adapter un certain nombre de méthodes industrielles. L'État est devenu un État interventionniste qui contrôle désormais d'une manière rigoureuse la vie économique et sociale du pays. Le pays s'est très vite industrialisé. De vrais géants sont nés, comme Fiat, Ilva, Ansaldo, qui vont naturellement contribuer à accélérer l'industrialisation du pays. Mais ce qui est important ici, c'est la transformation industrielle du Canada qui est très importante. L'industrie de l'armement, la production d'obus, qui va marcher à plein régime, qui va se multiplier. Le Canada va devenir l'un des principaux, sinon le principal fournisseur d'obus aux troupes de l'Empire. Alors, c'est une production qui marche à plein régime. On a besoin de travailleurs, évidemment. Et c'est besoin important de travailleurs va aussi, ce sont des soldats qu'on ne peut pas envoyer au front. Donc, lorsqu'on arrive avec des pénuries au niveau du recrutement, le Canada est dans une impasse. Alors, on décide de demander, faire appel aux femmes. En Allemagne, de plus en plus de femmes travaillent dans les usines d'armement. Les hommes sont sur le front, et ce sont les femmes, les jeunes,
et parfois même les enfants qui doivent les remplacer à l'usine. Et cela est particulièrement vrai dans le domaine de la production de guerre. Les femmes ont d'une part remplacé les hommes partis au front, et d'autre part, elles sont entrées dans les usines spécialement créées pour répondre aux exigences de la guerre. Cela va avoir deux conséquences très importantes. La première est que dans les sociétés traditionnelles, les barrières sautent entre les lieux exclusivement réservés aux hommes et ceux strictement réservés aux femmes. Désormais, les femmes sont partout. Qui plus est, elles ont découvert l'autonomie financière. Elles ont appris à se débrouiller seules, à remplacer leur mari et à subvenir seules aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Les ouvriers craignent de perdre leur travail et d'être remplacés par une main-d'œuvre féminine moins chère. Cela crée des tensions au sein de la population active, mais aussi de l'armée. Ces hommes ont abandonné leur emploi pour aller se battre pour l'Empire et ils ont peur de ne pas le retrouver à leur retour, d'être remplacés par une main-d'œuvre moins coûteuse. Après la Première Guerre mondiale, presque toutes les femmes quittent leur emploi et retournent à leurs tâches ménagères. Cela est dû en grande partie aux vives protestations des anciens combattants qui réclament le renvoi des femmes afin de récupérer les postes qu'ils occupaient avant l'éclatement du conflit. Mais cela est dû également au désir de revenir à une certaine norme, où chacun retrouve ses occupations traditionnelles. À la fin de la guerre, les soldats démobilisés devaient retrouver leur travail. Ainsi, la plupart des femmes qui avaient travaillé pendant la guerre allaient devoir rentrer chez elles. Alors, je ne suis pas sûr que la guerre ait été une source de progrès pour les femmes britanniques. En revanche, elle a permis aux femmes d'obtenir le droit de vote en raison de leur participation à l'effort de guerre, et ça, c'est une grande avancée. Les femmes estimaient que leur participation à l'effort de guerre devait être récompensée. Le mouvement des suffragettes avant la guerre leur avait déjà ouvert la voie en Grande-Bretagne. Le rôle joué par les femmes pendant le conflit a beaucoup fait progresser leur cause et l'idée que la femme était un acteur précieux et essentiel de la société britannique et devait être considérée comme l'égale de l'homme. Cette nouvelle place des femmes me paraît extrêmement importante aussi quand on essaye de la mettre en relation avec les enjeux politiques. En particulier, se pose surtout après la Première Guerre mondiale la question du vote des femmes. Et un vote des femmes qu'il faut comprendre comme la reconnaissance pour ces dernières de ce rôle nouveau, de cette espèce de promotion sociale, au fond, née de la guerre. Et à cet égard, la Grande-Bretagne, qui avait connu le mouvement bien connu des suffragettes, est plutôt pionnière par rapport à la France. Le droit de vote est accordé par les Britanniques, il est accordé par les Américains, il est accordé par l'Allemagne. En France, il rate de peu parce qu'on craint au Sénat que les femmes vont voter comme leur mari et que ça va profiter à l'Église. C'est en tout cas l'explication qui est donnée à l'époque. Alors il va falloir attendre 1945, avec un temps de retard considérable sur la Turquie kémaliste qui, elle, l'accorde en 1934.
Dévoreuse d'hommes au front, la guerre totale l'est aussi à l'arrière, dans les usines, les poudreries, les ports, les campagnes. La plupart des hommes valides étant mobilisés ou affectés aux industries de défense, chaque État doit recruter de la main-d'œuvre. En France, c'est au Maghreb, en Afrique noire, à Madagascar, aux Comores, en Indochine, que les autorités engagent plusieurs centaines de milliers de travailleurs indigènes. Les Britanniques lancent les mêmes campagnes dans leur empire, et Jamaïcains, Indiens ou Zoulous croisent à l'arrière du front les travailleurs chinois envoyés par leur gouvernement. La Grande Guerre, on le dit couramment, correspond à l'invention des politiques migratoires. C'est la première fois que la puissance publique, en l'occurrence d'ailleurs les ministères de la guerre, qui sont les premiers concernés par le besoin de main-d'œuvre pour faire tourner les arsenaux militaires notamment, on prend conscience qu'on doit organiser et réguler et prévoir en fait ces besoins de main-d'œuvre. Eh bien, ces travailleurs vont confronter les sociétés, et c'est là que la guerre est une guerre, c'est vrai, une guerre mondiale, à l'autre. Et je sais qu'il y a un petit film qui montre l'arrivée des travailleurs chinois en France, au Havre. Et on voit les paysans normands du pays de Caux venir voir les Chinois qui arrivent. La guerre mondiale, c'est aussi, de ce point de vue, un élément de mondialisation, parce qu'elle va mettre en relation des mondes qui, finalement, n'étaient pas en contact auparavant. Finalement, il y a quand même une rencontre qui se fait, et une rencontre sur laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu revenir en arrière, et personne ne le souhaite d'ailleurs. Et je pense que le processus de mondialisation et de rencontre des peuples commence aussi à travers cette Première Guerre mondiale. Elle a commencé très certainement avec le processus colonial lui-même, qui est une première entrée dans la mondialisation actuelle, mais la guerre accélère les processus et les rencontres, véritablement, il n'y a pas possibilité de retourner en arrière. Les Noirs africains sont venus en France, ont découvert ce qu'était la France. Les Français ont vu des Noirs chez eux, se sont rendus compte qu'ils n'étaient peut-être pas si dangereux que ce que l'on croyait, qu'ils ne faisaient peut-être pas aussi peur que ça. Il y a eu des relations interpersonnelles entre des individus qui se sont faits. Il y a eu des mariages, il y a eu des rencontres humaines importantes. Donc, je crois que sur ce plan-là, ça a vraiment été un tournant. À travers le phénomène migratoire, on a une parfaite illustration à la fois de cet encastrement de l'économie dans les États, ça c'est vrai, mais aussi de cette dynamique d'échange transnationale à l'échelle du monde qui, de ce point de vue, fait vraiment de la Grande Guerre la matrice de la mondialisation, la nôtre, c'est celle du XXe siècle et du XXIe siècle. Peu connu en France, l'enrôlement des tirailleurs et manœuvres indo-chinois, à l'époque tous baptisés anamites, illustre l'effort de guerre d'une colonie située à plus de 12 000 km de la métropole. À partir de 1916, 48 000 tirailleurs et près de 50 000 travailleurs indo-chinois sont recrutés pour être dirigés vers le front français et celui d'Orient. Pour la plupart, ils sont affectés dans les usines d'armement et les poudreries du Sud-Est, tandis que d'autres forment les bataillons d'étape qui entretiennent inlassablement et sous les feux de l'ennemi les voies d'accès aux premières lignes. À la fin de la guerre, si quelques-uns demandent à rester en Europe, la grande majorité, de retour dans la colonie, retrouve la réalité coloniale et les promesses d'émancipation non tenues. Cependant, ce brassage entre soldats,
entre travailleurs et populations européennes ne sera pas sans effet et va conduire à une prise de conscience nationale et anticoloniale quelques années plus tard. Au cours de leur séjour en France, évidemment, ces hommes ont été en contact avec une autre réalité de la métropole. Ces hommes rentrent avec un sentiment de liberté nouvelle et on le voit très bien lorsqu'ils arrivent dans leur village, dans leur ville, ils ont eux aussi, comme les poilus français, un droit sur leurs concitoyens, mais aussi un droit sur les colons qui, eux, ne se sont pas battus, qui, eux, ne reviennent pas avec une croix de guerre à la poitrine. Il faut dire aussi qu'ils sont un peu amers, ces tirailleurs indochinois. On leur a promis des choses. Certes, ils vont avoir des emplois dans la fonction publique de l'époque, des emplois, des grades mandarinaux. Certes, pour certains d'entre eux, ils vont avoir une place de préséance lors des cérémonies rituelles, mais eux espéraient aussi un peu autre chose, la nationalité française. Or, ces identités françaises, réclamées par ceux qui ont versé leur sang au service de la patrie, eh bien, vont être extrêmement limitées en définitive, et elles ne vont concerner que quelques dizaines de cas. Sur la question de l'utilisation des troupes indigènes et de leur accession éventuelle à une certaine forme de citoyenneté, voire à la citoyenneté tout court, effectivement, les débats sont très importants, à la fois chez les Anglais et chez les Français. En réalité, derrière tous ces débats, on est dans le débat central sur qu'est-ce que c'est que l'assimilation et qu'est-ce que c'est que l'association. Les Français sont partisans de l'assimilation complète, c'est-à-dire l'idée qu'un indigène noir peut devenir un Français, en tous les cas, peut partager sa culture en apprenant déjà sa langue, en apprenant son histoire, ce qui donne des hérésies telles que apprendre aux petits noirs africains nos ancêtres les Gaulois, mais néanmoins avec cette idée qu'il y aura une possibilité, un jour, pour ces indigènes de devenir citoyens français. Le problème étant que le terme n'est jamais donné. Du côté britannique, c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas de contact. C'est le principe de l'association qui prévaut. Et l'association, en réalité, est une sorte de partenariat au sens britannique du terme, c'est-à-dire des partners dans un travail donné. Et une fois qu'on a réalisé le travail, on se sépare. Avec 19 millions de morts civils et militaires et 21 millions de blessés, le bilan mondial de la guerre est terriblement lourd, en particulier dans les Balkans. Certains pays comme la Serbie ont perdu 38% de leurs soldats, la Roumanie 25%, la Bulgarie 22%. Quant aux principaux belligérants, ils ont laissé pour les Turcs 25% de leurs soldats, les Français et les Allemands 16%, la Grande-Bretagne et l'Autriche-Hongrie 12%, l'Italie et la Russie 10%, et enfin les États-Unis 2,5%. Cette hécatombe a une autre conséquence dramatique, un brusque déficit des naissances et une crise démographique sans précédent, sans oublier des millions de veuves et d'orphelins, 20 millions de blessés, souvent gravement traumatisés. Pour la seule France, 670 000 paysans tués et 500 000 autres lourdement handicapés entraînent effondrement démographique, désertification des campagnes, transfert des propriétés agricoles à la bourgeoisie des villes et vieillissement des populations. Ces soldats qui sont au front, ils ne font pas d'enfants, c'est sûr. Ils ne font pas d'enfants, et donc c'est ce creusement des pyramides des âges qui, jusqu'à la fin du XXe siècle, en fait, on en sort maintenant, va contribuer durablement à
diminuer la vitalité démographique des économies européennes. Et de ce point de vue, le legs de la Grande Guerre contribue très certainement à ce déclin de la prépondérance européenne à l'échelle du monde. Il y a un véritable traumatisme français quant à l'angoisse profonde de ce qu'on appelle la dépopulation. C'est un des grands thèmes de l'entre-deux-guerres. Une angoisse également profonde quant à l'incapacité qui serait celle du pays de devoir faire face à ce qu'on appelle une nouvelle saignée. Et je crois qu'on ne comprend rien à l'attitude des Français de l'entre-deux-guerres et au pacifisme des Français de l'entre-deux-guerres si on ne songe pas à l'importance de ce phénomène, de cette question démographique. La conduite de la guerre a amené tous les pays à prendre en main des pans entiers de l'économie, mais leur influence s'est aussi étendue à la vie sociale et privée. Natalité, consommation, production, rendement s'inscrivent désormais dans des politiques, des plans nationaux qui seront au cœur des pratiques des futurs États totalitaires. La construction des économies totalitaires est inséparable de l'expérience de la Grande Guerre. On parlait tout à l'heure de la façon dont les sociétés ont placé la victoire et le sacrifice national au-dessus de tout, au-dessus même de leur profit personnel. Eh bien, ce n'est pas sans conséquence sur la façon dont on va concevoir l'économie par la suite. La domestication des économies, au sens fort du terme, c'est-à-dire cette nationalisation extrême jusqu'au régime totalitaire, c'est une des préparations à la guerre. Donc c'est vrai que du point de vue de l'économie aussi, il y a un legs terrible de la Grande Guerre. Catastrophe humaine, physique et morale, la Grande Guerre laisse aussi des économies en ruine et des caisses vides. Les grands mécanismes financiers qui régissaient les échanges mondiaux n'ont pas résisté à l'ampleur et aux nouvelles lois imposées par la conduite de la guerre. Les conséquences financières du conflit sont incalculables et marquent durablement les pays européens. La guerre a eu des conséquences financières catastrophiques que le nouvel ordre économique mondial, engendré par le traité de Versailles, n'a fait qu'exacerber. Les réparations demandées aux vaincus ont entraîné un important ralentissement de l'économie allemande et l'économie mondiale peinait à redémarrer. Parallèlement, la Grande-Bretagne avait perdu de nombreux marchés au profit des États-Unis, notamment l'Amérique du Sud, mais aussi ses anciennes colonies. Elle n'a donc pas retrouvé son hégémonie internationale en tant que puissance industrielle et économique. Avant la guerre, la Grande-Bretagne était le premier créancier du monde. Après la guerre, elle est devenue l'État le plus endetté du globe, notamment auprès des États-Unis. Mais elle restait un grand créancier. La guerre en Europe avait été financée grâce à ses prêts, et elle avait emprunté à des taux préférentiels aux États-Unis. Ainsi, si les pays alliés honoraient leurs dettes de guerre, sa situation financière devait se stabiliser. Mais cela n'a pas été le cas. Il y a eu deux problèmes. Tout d'abord, la dette russe. La Russie devait beaucoup d'argent à la Grande-Bretagne et la révolution bolchevique compromettait le remboursement de cette dette. Ensuite, la question des réparations. Les Allemands devaient verser d'énormes sommes, d'une part pour financer la reconstruction des pays, tels que la Belgique et la France, où leurs armées avaient fait le plus de dégâts. D'autre part, l'Allemagne devait maintenant régler la dette contractée par la France et d'autres alliés auprès des Anglo-Saxons. Cela aurait dû permettre de relancer le système financier international.
Mais compte tenu des bouleversements économiques engendrés par la fin de la guerre, aucun accord efficace sur les réparations n'a jamais été trouvé. L'héritage de cette dette non honorée a eu des répercussions au milieu des années 20 jusqu'au début des années 30 en Europe et dans le monde entier. En bouleversant les règles qui garantissaient la stabilité économique d'avant 1914, la guerre a aussi encouragé les pires excès. Fortune facile, ruine brutale, enrichissement inouï, misère et injustice sociale caractérisent bientôt les années 1920. Les États-Unis, sortis tout puissants du conflit, connaissent une croissance très forte de leur production industrielle, en même temps que commencent à se former de dangereuses bulles financières. En octobre 1929, la bourse de New York s'effondre. Chômage et appauvrissement général conduisent à une dépression économique encore jamais vue. En Allemagne, cette crise a des conséquences beaucoup plus graves car elle permet au parti nazi d'exploiter le mécontentement populaire et de se hisser peu à peu au pouvoir. C'est vrai que cette crise de 29, qui commence à Wall Street, le krach boursier, on voit bien qu'elle a à voir avec le monde de la finance et de l'argent. Et c'est vrai que, de ce point de vue, on peut relier, par des fils assez consistants, les différents aspects de la crise des années 30 à la Première Guerre mondiale. Il y a un fil évident, c'est la rupture de l'étalon or. Dans le monde d'avant 14, l'un des éléments fluidifiants de cette économie mondiale, c'est l'assurance pour tout acteur économique de pouvoir être payé en n'importe quel point du monde en une monnaie sûre, une monnaie qui ne fonde pas, une monnaie dont la valeur au moment de la signature du contrat et du paiement sera la même. Ce système, en 1914, il est perdu pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et en 1919, on va essayer de renouer avec cet outil extraordinaire qu'est l'étalon or, en vain. En vain parce que les États ont pris goût au contrôle sur la monnaie, en vain aussi parce que, il faut bien le dire, les États, la puissance monétaire des États a changé et on ne reviendra pas au statu quo ante, c'est-à-dire à la géopolitique d'avant 13. La réalité économique du monde ne colle plus avec la configuration monétaire qui était la sienne en 1914. Et ça, on met du temps à s'en rendre compte. La grande illusion monétaire des années 20, c'est qu'on va revenir à la belle époque, à l'époque où le croissant et le café coûtaient 5 centimes, comme si la hausse des prix, comme si le contrôle des États sur la monnaie n'avait pas eu lieu. Et certainement que cette Première Guerre mondiale constitue véritablement, à l'échelle de l'histoire longue de l'économie mondiale, le moment où cesse, peut-être pour toujours, la prépondérance mondiale de l'Europe. Dans n'importe quelle circonstance, des choses qui touchent à l'État, comme pour quelqu'un qui finance, le bon peuple est toujours là. Par exemple, nos navires, qui vont si bien dans le fond de l'eau, va falloir les reconstruire, mais cela va coûter gros. Les bons bateaux qui ne marchent pas, qui paiera pas. Celui qui travaille, qui se crève la peau, est chargé de marmaille et criblé d'impôts. Et vaille que vaille, s'il ne marche pas, celui qui travaille, on le saisira, et même sur la paille on le mettra. Celui qui travaille